Le sujet est donc création sonore et médiation. La médiation culturelle s'est progressivement ouverte aux créations sonores, notamment en lien avec le développement des outils numériques, qu'il s'agisse d'une nouvelle expérience lors de la visite d'un musée, d'un atelier sonore en bibliothèque. Il est clair que la création sonore s'impose de plus en plus comme un outil de médiation. Cette table ronde réunira donc des spécialistes en la matière à l'échelle nationale d'une part et internationale d'autre part. Laissez-moi vous présenter mes invités. Anne-Marie Bock, chef de projet Strasbourg, capitale mondiale du livre depuis septembre 2021. Elle a piloté toute la phase de mobilisation des forces vives de la ville de Strasbourg pour élaborer la candidature, le jury ayant désigné la ville de Strasbourg comme capitale mondiale du livre 2024. Conservateur en chef des bibliothèques, administratrice de la fonction publique territoriale et administratrice de la fonction publique. Elle a auparavant été directrice de la bibliothèque d'Alsace et d'une médiathèque d'une autre ville moyenne après 5 années comme employée d'une librairie. Elle s'est particulièrement intéressée aux enjeux de l'oralité et de la lecture à voix haute, en créant notamment le festival Vos oreilles ont la parole, ainsi qu'une web radio pour les seniors, je trouve ça génial, et en formant des bénévoles aux enjeux de la lecture à voix haute et au développement de l'usage des textes lus. Anne-Marie Bock, bienvenue et merci d'être là. Najwa Bailly, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en géologie appliquée à l'environnement, elle a intégré la Cité des Sciences à Tunis en 1996 en tant que professeure d'encadrement scientifique. Elle a contribué activement à l'élaboration des programmes scientifiques et technologiques de la Cité en introduisant de nouveaux formats de médiation et a assuré le développement des contenus des antennes régionales de la Cité des Sciences. En matière de communication, elle a participé à l'ensemble des activités médiatiques de la Cité. Elle est également l'auteure de livrets scientifiques, capsules radio et articles vulgarisés publiés dans les revues du Madar Junior de la Cité des Sciences. Aujourd'hui, en tant que directrice scientifique, elle contribue au réseautage et au rayonnement de la Cité au niveau local, régional et international. Merci beaucoup. Emmanuelle Zoll, spécialiste du management des organisations culturelles. Elle s'est occupée de mécénat culturel au sein de la fondation du groupe Orange. Son parcours atypique commence dans le spectacle vivant. Elle a conduit en 2012 au cabinet du ministre de l'Économie et du Numérique où elle a passé 2 ans en charge de la communication événementielle du ministère et de dossiers en lien avec l'industrie et la culture comme le design. Collaboration de l'IRCAM depuis 2014 où elle occupe depuis 2 ans le poste de directrice de l'action culturelle. Elle assure aussi parallèlement la direction artistique de la collection musique-fiction de l'IRCAM. Bienvenue. Enfin, Emmanuel Aziza, bonjour, on va ouvrir la caméra, est-ce qu'il m'entend? Il est là. Bonjour. Bonjour. Directeur du département son, vidéo et multimédia de la Bibliothèque nationale de France depuis mai 2022, précédemment responsable du réseau des bibliothèques de la ville de Paris de 2017 à avril 2022 et auparavant directeur adjoint de la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou de 2011 à 2016. Merci Emmanuel d'être avec nous. Merci de m'accueillir dans votre table ronde à distance. Super. Mesdames, création sonore et médiation. J'avais envie de changer un peu le format de la table ronde par rapport aux autres. Je pense que le partage de vos expériences à toutes et à M. Aziza est important, donc je vais vous laisser un peu plus le temps de développer vraiment votre propre expérience. Je commence par vous, Emmanuel Zoll. Bonjour à toutes et à tous. La médiation, en tout cas en ce qui concerne l'IRCAM, la médiation culturelle est un sujet vraiment intrinsèque à cet établissement puisqu'il a 3 missions qui sont la recherche, la création artistique, mais aussi la transmission et la pédagogie. Et pour un établissement comme l'IRCAM, qui a été fondé par Pierre Boulez en 1977, au Centre Pompidou, aujourd'hui c'est plus que jamais un enjeu fondamental parce que on pense
souvent que l'IRCAM, c'est derrière la petite passerelle qui conduit, voilà, c'est un peu une forteresse sous la terre avec des studios, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, la musique qui s'y produit et le fait de compositeurs de musique dite contemporaine, jugés comme élitistes, pas toujours très audibles. Donc la médiation, oui, est un enjeu hyper important. Et donc, on s'y attelle fortement depuis maintenant, je dirais, 4 ans, bien que la transmission et la pédagogie à l'IRCAM, il y a des formations, des étudiants qui viennent apprendre l'informatique musicale, des compositeurs qui étudient, etc. Mais les enjeux vers un plus large public sont importants parce que tout simplement le public de la musique vieillit d'une manière générale. Et si on veut toucher les nouvelles générations d'auditeurs, il faut se rendre accessible. À l'IRCAM, il y a 2 formations. Il y a un master qui est fait en collaboration avec Sorbonne Université, qui forme des scientifiques qui vraiment étudient le long sonore, le traitement du signal. Et ensuite, ils vont travailler dans l'industrie. Enfin, c'est vraiment une formation très poussée. Et puis, il y a une formation qui s'adresse plutôt aux étudiants compositeurs qui ont fini des cursus dans leurs différents pays. C'est une formation vraiment internationale. Tous les ans, 10 compositeurs, 10 étudiants compositeurs viennent apprendre à utiliser des outils soit de transformation du son en temps réel, soit de la spatialisation du son. Enfin, bien étudier l'informatique musicale de manière générale. Et ils sortent, c'est 1 an, ils sortent de ce cursus en créant une œuvre, généralement de musique mixte, mais aujourd'hui ils créent des mixtes, je veux dire, il y a à la fois des instruments acoustiques et de l'électronique. Mais ils peuvent aussi créer une œuvre complètement électronique ou travailler aujourd'hui avec des danseurs. Enfin, on essaie vraiment d'ouvrir aujourd'hui les champs de la création. Alors la médiation, c'est-à-dire rapprocher des publics donnés vers les œuvres, on y travaille beaucoup en permettant au public de manipuler les sons, de créer eux-mêmes et de réaliser des petites créations, de partager des écoutes, voilà, sous diverses formes. Et on essaie de le faire maintenant vraiment en lien avec une programmation artistique de l'IRCAM pour que le fait de venir au concert fasse partie d'un parcours artistique. Donc ça, c'est plutôt des projets en direction de scolaires, de collégiens, de lycéens qui viennent à l'IRCAM et qui créent en étant accompagnés des œuvres sonores avec des outils qui sont simplifiés. Et puis, et sinon, on essaie de projeter aussi la création sonore dans d'autres lieux que la salle de concert. Et ça, c'est assez récent. Et des musées, par exemple, des bibliothèques, des centres culturels, en mettant en place des outils multimédia qui permettent de faire des créations qu'on dit ouvertes. Donc j'avais un exemple dont je voulais parler. La parole, ah non. On a créé un nouveau dispositif qui s'appelle TACT, TACT comme toucher, auditionner, créer et transmettre, et qui permet à des personnes qui ne connaissent rien à la musique, en touchant un écran tactile, de modifier une création visuelle et de faire de faire une création sonore en fait en transformant une création visuelle. Et
c'est comme un scénario en 3-4 plans d'images numériques qui ont été imaginés chaque fois par un compositeur et un créateur graphique. Et l'usager a accès à une banque de sons, en fait, qui tombe quasiment toujours bien. Ouais. Et donc on est dans l'univers sonore d'un compositeur ou d'un artiste sonore, mais l'œuvre est terminée et réinterprétée à chaque fois par l'usager, en fait, qui n'a pas besoin de connaître la musique, ni le solfège, ni l'outil de création numérique. Et on expérimente ça depuis maintenant 18 mois. On l'a mis au centre Pompidou. Il va partir à la scène musicale. Et c'est la caractéristique de ce dispositif, c'est qu'il est situé et qu'on essaye vraiment de l'adapter en fonction du lieu où il est posé. On voulait créer quelque chose de vraiment très très facile à l'usage, qui n'ait pas besoin de médiation, c'est-à-dire de quelqu'un qui accompagne et qui explique. Donc de manière intuitive, on comprend assez rapidement comment ça fonctionne. Et c'était un peu inspiré de la façon dont on a mis des pianos dans les gares. Voilà. Voilà, quelques exemples. Merci beaucoup. Anne-Marie. La même chose, je vous laisse 10 minutes pour vraiment partager ce que vous inspire création sonore et médiation au vu de votre parcours et de votre vraiment empreinte finalement sur la ville de Strasbourg. C'est très important ce qui est en train d'arriver. Alors, merci pour cette invitation. J'aurais presque envie de vous proposer de scinder mon retour d'expérience au final en 2 séquences. L'une sur quelques expériences assez marquantes, récentes, de quelques minutes, et puis la deuxième peut-être pour se projeter dans la candidature, si ça va. Donc j'ai pris le parti aussi d'avoir des images qui peuvent aussi résonner. Parfait. Voilà, alors le nom de la candidature, c'est Lire notre monde, j'y reviendrai après, puisque évidemment le titre a beaucoup de sens à nos yeux. Alors, voilà, alors simplement en quelques mots, en fait, pour parler au final du parcours qu'ont fait les bibliothèques et les métiers des bibliothécaires, j'ai résumé ça en indiquant du silence à la résonance, puisqu'évidemment, vous mesurez le chemin parcouru entre ces lieux faits pour le silence pendant longtemps et qui se sont mis progressivement à résonner. Alors le dedans, c'est aussi les nouveaux lieux des bibliothèques publiques et leur équipement audiovisuel, ce n'est pas rien. Ce qui veut dire qu'ont été introduits, on a inclus de plus en plus dans les équipes, forcément dans les métiers des bibliothèques, des compétences et des technicités très progressivement. Le dehors, c'est le développement aussi très très fort de la médiathèque, de la bibliothèque publique hors mur, avec des dispositifs forcément d'itinérance. Donc ça, c'est un deuxième pan. Et puis c'est-à-dire avec de plus en plus la participation des publics et leur envie de participer et leur envie de témoigner et de contribuer en fait à une politique publique. Alors dans les expériences très marquantes, dans mon rôle de directrice de la bibliothèque d'Alsace, j'en ai choisi 4 que j'ai mis un peu en image. Le premier, effectivement, il a été énormément question de la dimension de pluridisciplinarité, c'est le travail avec des artistes qui de plus en plus font partie de notre écosystème de développement de la bibliothèque publique. Et notamment, on a une grande chance à Strasbourg, outre d'avoir la plume de Pan, d'avoir tout un écosystème qui nous permet une relation de proximité et quelque chose d'un peu original qu'on avait fait et qui a aussi été reconnu par un prix, je ne sais plus le nom de ce prix, mais Gaëtan Grosmer, qui est l'artiste avec lequel on a travaillé, a produit en fait un disque qui s'appelle Noise Level et qui a été entièrement inspiré des bruits dans les bibliothèques, dans les petites bibliothèques du Bas-Rhin. Et donc c'est extrêmement puissant en fait, et ça a fait prendre conscience aussi au public, aux bibliothécaires, de l'environnement sonore de la bibliothèque. Donc je trouve qu'en fait c'est cette première dimension sensorielle qui fait qu'en fait en prenant conscience
de ce qu'on vit dans sa mission de service public, qu'on peut aussi mieux comprendre ce que les usagers, les utilisateurs vivent comme expérience dans leur usage et leur pratique culturelle. Voilà, donc j'ai mis le lien et je peux vous envoyer la présentation. Ensuite, la création du Festival de contes Vos oreillons la parole. Le nom déjà qui est un peu, qui se prononce, ça fait un peu du bubblegum comme ça. Et là, j'ai choisi, et vous pourrez également y avoir accès, une expérience qui a été totalement marquante pendant le confinement, où on a été confiné en mars et notre festival est toujours en octobre, parce que je crois bien qu'il y a quelques évolutions. Et là, on n'a jamais renoncé, de toute façon c'est le principe, ne jamais renoncer. Et en fait, on a réussi avec une radio locale à récupérer un canal, une fréquence de la radio locale. Et avec une équipe artistique, elle a donné son spectacle et on venait en voiture sur le parking, on se réglait sur la fréquence de la radio et donc on pouvait écouter le conte avec son autoradio dans la voiture, avec vraiment le spectacle, enfin les artistes qui menaient leur performance artistique. Donc voilà déjà la question de l'espace public, au final, comment, quand on ne peut plus rien faire dedans, on va dehors. La web radio des seniors, là je suis plutôt sur la question de la mémoire, parce que je crois qu'on n'en a pas trop parlé, mais le livre audio, les histoires, c'est aussi la mémoire et le collectage, notamment des témoignages extrêmement forts de nos anciens, notamment partenariats importants avec les maisons de retraite. Et puis j'ai mis ça en dernier, puisque on avait fait un premier prototypage, mais je compte bien qu'avec la capitale mondiale du livre, on va pouvoir peut-être passer en production. C'est mon vieux rêve de faire des casques de chez le coiffeur, ou pendant que voilà, on se fait, qu'on puisse écouter des histoires. Un peu les 4 petites choses de retour d'expérience. Et puis, évidemment, le lien aussi avec le sport, puisqu'on avait créé un vélo lecture, mais où là, c'était la forme aussi d'écouter des histoires pendant qu'on fait du vélo elliptique, entre autres. Voilà, c'était un peu pour le retour. Et puis, on passe à la partie de mon quotidien depuis le 1er septembre 2021. J'ai mis ces images parce qu'en fait, elles résument un peu tout ce qui se passe à Strasbourg autour de ce qui n'est plus un projet, ce qui n'est plus une candidature, parce que nous avons été désignés le 20 juillet dernier pour 2024. Et j'ai proposé de mettre ces images parce qu'en fait, vous voyez aussi que les images, je trouve, évoquent bien en fait ce qu'on cherche et nos intentions dans cette candidature, à travers 25 programmes, toutes les échelles, et puis en fait qui ont aggloméré 120 acteurs locaux, et tout ce que j'ai entendu pendant ces 2 jours font qu'en fait, je me dis que la candidature de Strasbourg agglomère et porte en elle tout ce qu'on vient de dire, en fait. C'est-à-dire la dimension des territoires, notamment les quartiers politiques de la ville, puisqu'on a un gros axe sur Capitale mondiale du livre par quartier. Voilà, on peut passer. Donc, j'ai emmené quelques-unes de ces images. Alors, j'ai plus que deux diapos. Le premier point, le préalable, c'est agir sur l'écosystème. C'est quelque chose de très important à nos yeux, avec, au sein des différents programmes, évidemment, la place importante du livre audio, du festival du livre audio, mais on a également le festival Ososphère, dédié aussi au numérique, le festival musical dédié à la musique contemporaine, avec notamment la présence sur notre territoire des ensembles 2.2, dont l'artiste dont j'ai parlé préalablement et sur lequel je reviendrai, puisqu'on a un gros projet de parcours sonore et sensitif dans la ville. Donc 3 programmes sur les 25 entièrement dédiés très fortement, embarquant la dimension du livre audio. Sur la vitalité 2030, on est sur le champ de l'économie, la sphère économique, faire que ces acteurs qui sont sur le territoire puissent se consolider et passer potentiellement à une échelle nationale, européenne, voire internationale, à voix haute, qui est de dire Strasbourg est une bibliothèque vivante, chaque habitant est une histoire, et je peux l'emprunter. Je peux l'emprunter dans sa langue, dans sa locution,
Voilà, donc ça c'est à voix haute, j'y reviendrai un peu. Puis l'écho des langues, parce que évidemment on est également dans une dimension transfrontalière, mais pas que, puisqu'on veut vraiment que toutes les langues parlées à Strasbourg soient valorisées à travers cette candidature. Le préalable aussi, c'est le dialogue entre les formes artistiques, la conduite du changement dans le réseau des bibliothèques publiques et les évolutions des métiers, puisque c'est quelque chose de très significatif. C'est également, dans les tables rondes précédentes, l'évocation de la formation, des compétences. C'est très très important du côté des métiers des bibliothèques, qui sont quand même, le réseau des bibliothèques publiques, c'est le premier réseau culturel dans un pays, et que on couvre tous les âges de la vie, et donc le métier de bibliothécaire embarque beaucoup des compétences de médiation, y compris sur le champ de la lecture à voix haute. Une stratégie dédiée aux entreprises, une petite incise avec toute la question liée à la lutte contre l'illettrisme, et également comme le livre et la lecture, y compris la lecture à voix haute, comme facteur de bien-être au travail. Quand on sait que 10% du chiffre d'affaires, de la rentabilité des entreprises est perdue quand leurs collaborateurs maîtrisent plus ou mal la langue. C'est une étude qui a été faite. Et puis la dimension d'innovation technique avec un appel à projet Tango et Scan porté par l'Eurométropole, où là on va être sur la jonction entre l'université et puis les entreprises pour créer des nouveaux outils. Voilà, et notamment le casque chez le coiffeur. Je donne ça comme exemple parce qu'on va leur donner un certain nombre d'exemples. Voilà, et puis cette question très importante à mes yeux, c'est de l'émotion et de la réflexion, c'est-à-dire on est beaucoup là-dessus. Pour pouvoir avancer dans la vie, ça part souvent par la présence des émotions et la dimension sensorielle. On évoquait ce matin la dimension des tiers-lieux, c'est-à-dire je vais dans un lieu culturel où j'approche d'une offre culturelle, artistique, parce que je veux vivre une expérience, je veux vivre une émotion. Et bien, la lecture à voix haute, on a un programme Strasbourg Bibliothérapie qui est la lecture sur ordonnance, puisqu'on était la ville en France pionnière dans le domaine du sport sur ordonnance, avec un module qui s'ouvre à l'Université de Strasbourg sur la bibliothérapie. Et c'est vraiment l'idée aussi de conseils personnalisés, dans lequel je pense que le livre audio pourra avoir une place assez énorme. Les siestes lecture. C'est également quelque chose qui embarque beaucoup toute la dimension son, le livre audio dans les salles de sport. Lire partout, donc c'est le projet Chronos avec l'application GOH que je vous laisserai découvrir, ou si on a le temps enfin. C'est vraiment l'idée de couvrir toute la ville, en fait en associant aujourd'hui ça existe au port du Rhin, dans un quartier juste à la frontière de l'Allemagne, et qui associe des écrivains avec leur regard inspirant sur un territoire, un quartier, et le quartier du Port du Rhin, il est très spécial à Strasbourg, puisque c'est lui qui a accueilli le G7, il y a eu beaucoup d'incidents, il y a eu des incendies, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les habitants, et puis en fait, avec les écrivains, les habitants témoignent, et quand, avec ce dispositif itinérant, en fait, vous vivez le récit de la ville, à travers l'imagination des écrivains, notamment Hélène Gaudi, Actes Sud pour le Port du Rhin, et le récit des habitants. Et ça, dans le cadre de la candidature, on veut l'étendre absolument à tous les quartiers de la ville. La ville, c'est toute une histoire, avec notamment aussi les espèces vivantes, les espaces bâtis, avec vraiment aussi l'environnement du Rhin, de la forêt, donc vraiment partir aussi de ce qui fait cette ville pour pouvoir revisiter, que chaque personne puisse avoir l'écho en fait et être dans l'observation et dans l'écoute de cette ville. Strasbourg, bibliothèque vivante, voilà, donc c'est vraiment chaque habitant est un livre et doit avoir la possibilité de se raconter avec une grosse activité qui sera les raconteurs d'histoire en toutes les langues, donc aussi la dimension de captation en fait de tout ça. Et puis pour finir, on va faire un peu la fête, du karaoké et bal littéraire, du rap à venir, et puis mon corps s'est alphabet avec le centre chorégraphique.
Bien sûr, tout ça sans oublier la stratégie d'éducation aux médias et la radio à l'histoire de Strasbourg et la création du coup d'une web radio dédiée qui va s'appeler Lisons, lisons. Voilà, en 10 minutes. Épatant, 10 minutes, mais voilà, j'ai mis la petite carte aussi. je mesure les quantités de travail qu'il y a derrière, je suis vraiment subjuguée. J'ai plein de questions à vous poser concernant cette programmation. Je suis vraiment stupéfaite. Je voudrais savoir si Emmanuel Aziza a tout suivi. Est-ce qu'il est là? Oui. Oui. Ça va, Emmanuel? Oui, tout à fait. Et en fait, mon expérience personnelle, elle est assez proche de celle d'Anne-Marie, puisqu'on partage le même métier. Et pour ce qui est de la médiation sonore, c'est vrai que le format de l'atelier, est-ce qu'on entend bien? Il y a un petit décalage de son, excusez-moi. Mais en tout cas, le format de l'atelier est un format particulièrement intéressant pour créer un lien privilégié entre le public et les créateurs et tous ceux qui travaillent autour de nous. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt dans mon expérience précédente, mais plus récemment, ce que je voulais partager avec vous, c'était tout ce qui a pu se faire comme médiation sonore avec la réouverture du site Richelieu et le lien, donc la médiation plutôt du patrimoine sonore, mais qui va aussi vers la création sonore, comme on pourra le voir. Donc, je vais essayer de partager avec vous quelques images. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que vous voyez bien les images? Voilà, donc pour ce qui est de l'ouverture de Richelieu, et c'est sur quoi on a le plus travaillé avec mon département, avec les équipes du département son vidéo multimédia, c'est l'ouverture de la salle ovale, qui est une salle de bibliothèque particulière, avec, comme vous le voyez, en fait, des places de travail et puis des espaces confortables, conviviaux au centre de la salle. Donc c'était l'ancienne salle des périodiques de la BNF et de la BNF Richelieu. Et maintenant, en fait, il y a une déambulation autour de la salle avec des bornes interactives qui présentent l'histoire de la BNF et l'ensemble de son patrimoine. Et ce qui est intéressant, donc au niveau du département, on a contribué par des postes, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Donc il y a des carrés multimédia, de la réalité virtuelle aussi qui est présentée dans cette salle. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des bandes sonores qui sont sur le côté, dans l'espace de déambulation. Et ces bandes sonores permettent de naviguer dans une sélection on voit une autre vue là, du banc sonore. Donc ces bancs permettent, vous voyez par un petit écran, de choisir des extraits qui sont aussi dans Gallica. Donc c'est une sélection des enregistrements sonores de Gallica qui sont présentés ici. Et cette salle connaît déjà un grand succès, et non seulement pour la partie salle de travail évidemment, mais aussi la déambulation est extrêmement utilisée par les visiteurs du musée de la BNF. Je reviendrai sur le musée dans quelques minutes. Et du coup, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'utilisation de ces bandes qui reprennent en fait, qui sont une illustration, comme je le disais, de ce qu'on peut trouver sur Gallica. Donc sur Gallica, ce sont des extraits sonores qui sont libres de droit, donc qui sont plutôt avant les années 60. Donc on a les archives de la parole, on a des musiques du monde, des voix du théâtre et du music-hall, de grands écrivains, de grands entretiens aussi avec des intellectuels et des philosophes, de la musique d'opéra. Donc c'est extrêmement varié et les bandes sonores ne sont qu'une toute petite partie et invitent plutôt à découvrir cette collection ensuite chez soi avec des moyens qui sont individuels. Emmanuel, je m'excuse de vous interrompre. Pourriez-vous mettre votre document en diaporama pour qu'on voit défiler les slides, parce qu'on est sur le premier là. Excusez-moi.
Je suis en diaporama, je pensais qu'il était... Non, on est resté sur la première image, donc si vous pouviez faire défiler pour voir d'accord. tout. Excusez-moi, alors est-ce que vous avez vu les... Non, on n'a pas vu tout ça, voilà, justement. Voilà, donc j'étais en train de présenter... Donc ça, c'est les bandes sonores. Des bandes sonores, donc excusez-moi, je ne voyais pas Aucun souci. ce qui retournait chez vous. Donc là, je parlais justement d'une autre vue des bandes sonores qui permet plus précisément de voir comment les visiteurs utilisent ce dispositif. Et puis, j'avais justement une vue juste pour rappeler les contenus et les collections de Gallica, donc, et le lien que vous pourrez retrouver donc vers BNF Gallica. Ces enregistrements sonores, on les utilise aussi dans les expositions de la BNF. Donc, c'est souvent le département dans lequel je travaille, que je dirige, qui est mis à contribution. Et donc, par exemple, pour l'exposition Marcel Proust qui a lieu en ce moment, il y a des enregistrements, par exemple, de Céleste Alvarez, qui était la bonne de Marcel Proust et qui l'a beaucoup aidé, beaucoup assisté, qui a écrit aussi un livre. Et il y a eu des entretiens dans les années 50-60 qui ont été faits avec elle pour relater cette expérience. Je dirais que de toute façon, ça a été particulièrement marquant parce qu'il y a eu plusieurs expositions Proust à Paris. Il y a eu des expositions Proust au musée Carnavalet, aussi au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et ce qui était intéressant, c'est que souvent ces expositions présentaient soit des extraits sonores des enregistrements d'interviews, soit des livres lus, donc en particulier des extraits de la recherche. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le public s'est beaucoup emparé de ces dispositifs aussi pour écouter, pour rentrer dans l'œuvre de Marcel Proust. Donc c'est intéressant de voir que pour des expositions littéraires, parce que évidemment on montre des manuscrits, on montre des photos, parfois des extraits de films, mais il y a une expérience plus intime, plus individuelle qui est favorisée par les enregistrements. Et je trouve que pour la médiation de la littérature d'un point de vue sonore, c'est particulièrement intéressant. Et justement, dans le musée de la BNF, là, vous voyez une image de la galerie Mazarin qui a été entièrement rénovée, qui est magnifique. Et tout au fond de cette galerie, il y a des trésors immatériels qui sont proposés par le département son vidéo multimédia, et en particulier des enregistrements sonores, donc des voix très connues, et qui sont, donc vous voyez en fait, donc ce sont à la base bien sûr des disques qui ont été numérisés, et on a un extrait que beaucoup de gens connaissent, qui est celui de Guillaume Apollinaire lisant le pont Mirabeau. On a aussi bien sûr l'appel du 18 juin de Gaulle. Il n'a pas été enregistré en fait le 18 juin, mais quelques jours après. Donc le disque en fait date du 22 juin, mais c'est bien l'appel du 18 juin qui est dans cet enregistrement. Et puis on a aussi Colette, par exemple. Donc ça c'est une petite sélection. Colette ou encore là c'est plus que du côté littéraire à nouveau. Donc des extraits lus par Colette de Sido. Et on a enfin, voilà, dans ces bornes sonores aussi un enregistrement de Dreyfus. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que le public qui est très nombreux, qui a vraiment, qui s'est emparé de ce nouveau musée. On en a pourtant beaucoup à Paris, mais il y a un grand succès du musée Richelieu actuellement, et les enregistrements sonores font partie de manière complète du parcours du visiteur, à part entière. Et pour terminer sur ces expériences de la réouverture de Richelieu, il y a deux créateurs en fait qui sont intervenus dans ce cadre-là, et c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit comment le patrimoine, en fait, le patrimoine sonore peut
peut être restitué ou transformé par les artistes. Là, c'est ce que je vous montre. Évidemment, je ne peux pas vous faire écouter du son, mais il y a une nouvelle galerie de verre qui a été construite à l'occasion de la rénovation de Richelieu, donc qui fait le lien entre le département des manuscrits et le département des arts du spectacle. Et dans cette galerie, nous avons demandé, enfin la BNF a demandé à un artiste sonore, Nicolas Frise, de créer une œuvre qui puisse complètement habiller cette galerie pour la réouverture. Et donc Nicolas Frise a utilisé un enregistrement de nos collections. C'est une intervention du docteur Charcot au sujet de sa première expédition au Groenland. Et à partir de là, il a créé un environnement sonore qui est à la fois musical et ethnographique sur toute la dimension polaire, voilà, et tout ce que pouvaient lui inspirer les expéditions du docteur Charcot. Donc c'est une expérience à la fois sensorielle et imaginaire qui est tout à fait intéressante et fascinante, et que Nicolas Frise a présenté d'ailleurs dans le cadre d'une conférence quelques semaines après. Et cette résidence numérique, en fait, qui a permis cette création, a été soutenue par la Fondation Del Duca. Enfin, toujours dans ce volet création aussi et relation entre le patrimoine et le patrimoine sonore et médiation et création, voilà, avec l'exposition Molière qui a lieu à Richelieu, on a fait intervenir un artiste, donc les scénographes ont fait, et les commissaires d'exposition ont fait intervenir un artiste qui est Rocio Berenguer, et qui a créé en fait un botphone qui est une installation interactive pour dialoguer avec Don Juan. Et en fait, cette installation permet aussi de découvrir le langage du XVIIe siècle, permet de rentrer dans le français classique et puis de rentrer évidemment aussi, de dialoguer avec le personnage de Don Juan. Donc c'est vraiment de l'intelligence artificielle et qui est immersive, puisque vous voyez qu'on rentre dans ce cocon pour dialoguer avec Don Juan. Alors il n'y a pas que du son, il y a aussi bien sûr une interaction informatique, mais visuelle. Mais le son est particulièrement central dans cette proposition. Et c'est aussi une manière, voilà, de créer une relation intime avec chaque visiteur. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce que le son peut apporter par rapport à l'image dans un parcours scénographique. Merci. Donc voilà les quelques expériences que je voulais partager avec vous à l'occasion de cette ouverture de Richelieu. Merci beaucoup Emmanuel Aziza, et quelle chance de travailler dans ce cadre exceptionnel. Je continue mon tour de table, j'arrive vers Najwa Bey qui elle aussi va nous présenter un peu tout le travail accompli au sein de la Cité de la Science, tous les travaux qu'elle a pu également mettre en branle. Merci Ahmed, merci pour toutes, pour mon panel aussi, merci pour l'AD qui m'a invitée et j'espère toute la réussite à cette semaine, la semaine du son, et combien le son est rassembleur, combien le son est quand même, on ne travaille pas, on ne fait pas la même chose, mais vraiment je trouve que chacun dans son coin donc travaille un peu en utilisant beaucoup de créations sonores. Là je vais vous proposer quelque chose sur la Cité des Sciences. Et donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas la Cité des Sciences, c'est un vestige de 6 hectares d'exposition, en fait, qui est autour d'un site archéologique depuis l'époque des Hafsides au XIIIe siècle. Et ben, tout ce qu'il y a tout autour, c'est quand même une petite ville, hein, c'est une cité, il y a un hôtel, il y a un restaurant, cafétéria, salle de sport, mais aussi il y a le pavillon, c'est un lieu d'apprentissage. En fait, quand la Tunisie a voulu créer cette Cité des Sciences, on fait notre 30e cette année, ça va être au mois de décembre. Donc depuis 30 ans, la Cité des Sciences a travaillé pour la diffusion de la culture scientifique et maintenant technologique, obligée, parce qu'en 92, il n'y avait pas beaucoup de technologie, il n'y avait pas beaucoup de numérique. Mais là on est vraiment dans des avancées à l'échelle
planétaire des avancées technologiques. Je vais essayer de partager avec vous quelques petites idées, en fait, pas tout le travail de la cité. J'aurais aimé, mais j'ai que 10 minutes. Et donc, ce que vous voyez, le point d'exclamation, en fait, c'est une expérience que j'ai faite quand j'avais votre âge, quand j'étais plus jeune, quand je travaillais avec les enfants. Maintenant, je ne le fais plus, malheureusement. En fait, c'est une mousse à raser qu'on a mis à l'intérieur d'une cloche. Une mousse à raser, c'est des bulles. En fait, c'est des bulles, c'est une mousse. Il y a de l'air à l'intérieur. Et on en a fait un peu de vide. Et alors, c'est juste une parenthèse. Et alors, la mousse a gonflé. C'est normal parce qu'il n'y a plus de pression atmosphérique tout autour. Alors, je vais vous parler un peu de la médiation. En fait, la médiation a besoin d'outils, a besoin de support, d'interface. La médiation, c'est pour un public cible, pour des personnes. Et quand on franchit cette interface avec des personnes, il faut des outils. Et les outils, généralement, ça dépend du domaine. Donc c'est magnifique ce que j'ai entendu tout à l'heure pour l'expérience, les deux expériences vraiment très fabuleuses et très enrichissantes. Je vous en remercie. Maintenant, j'ai fait aussi l'expérience d'Emmanuel Aziza et c'est aussi extraordinaire. Là, je vais vous parler un tout petit peu, c'est un peu différent. Je vais essayer d'être rapide, mais. Et donc là, la médiation, c'est partager, réconcilier, concevoir, favoriser. On baigne tous dans ce bain-là. Donc, l'évolution, je vais vous parler de l'évolution des outils de médiation à la Cité des Sciences. Comme je vous disais, donc c'est des formats, c'est des expos temporaires, c'est des formations, des rendez-vous en ligne. Il y a des maintenant, il y a des nouveaux formats de médiation. Par exemple, je vous parle de spectacles astronomiques au planétarium, des visites guidées dans les expos, des ateliers, des journées internationales. La Cité célèbre en fait près de 50 journées internationales proclamées par l'UNESCO, dans beaucoup de domaines. Très très souvent, on a parlé de la science académique et le grand public nous dit et les sciences humaines. Et c'est vrai, les sciences humaines, c'est aussi des sciences. Actuellement, on touche un peu aux sciences humaines. Il y a les soirées astronomiques, c'est magnifique. Il y a les grands événements qui sont... C'est des festivités, donc la nuit des étoiles, la fête de la science, la nuit des chercheurs européennes, etc. Là, je vais partager avec vous un spectacle, donc une minute d'un spectacle qui s'appelle Planète. Le planétarium, c'est le bijou de la cité. C'est justement parce qu'il y a cet effet sonore que le public arrive à la Cité des Sciences. Il ne vient pas parce que Najwa va raconter quelque chose sur la thermodynamique ou sur mais il faut qu'il y ait un effet sonore. Voilà pourquoi le public, il arrive. Donc, c'est 115 places, 10 spectacles. L'un des spectacles, c'est celui-là. Alors, je pense qu'il ne lit pas le... Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Merci. Voilà, on peut aller sur le dossier souche. Et là, j'avance un peu pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, je voulais partager avec vous le spectacle, un bout de spectacle d'une minute ou moins d'une minute sur les planètes. Mais à part les spectacles au planétarium, il y a aussi les ateliers scientifiques, il y a aussi les formations, il y a aussi les expos temporaires, il y a les journées internationales, etc. Donc, est-ce qu'on peut le voir ou on ne peut pas? Non, on ne peut pas voir. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas grave. Non, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Donc, pour les ateliers scientifiques, donc il y a pas mal, là, vous voyez un peu l'électrostatique, il y a des enfants qui s'amusent. Il y a aussi la thermodynamique, on travaille avec l'azote liquide pour donner. Mais tout ça, donc, dans toutes ces thèmes et ces animations, il y a toujours une création sonore qui attire les enfants. Il n'y a pas toujours cette formule académique qui, comme à l'école à l'ancienne, même l'école maintenant, elle ne fait plus de cours comme ça, apprenants et instit. Donc on essaie à chaque fois de faire des animations sonores et c'est ce qui attire le plus
les enfants. Donc, exactement comme la. Voilà. Là, on a commencé. Je vais diminuer le son parce que je vais parler en français, comme eux, ils parlent en arabe. Alors, le son. Voilà. Donc, en fait, on a fait une expérience avec la télévision, une chaîne privée de télévision. On a commencé à faire plusieurs émissions sur ce que nous faisons. Et ça a un impact sur le public, ça a un impact, ça attire énormément les personnes, les éducateurs, les enfants, ça attire aussi le grand public, les familles simplement. Donc c'est comment arriver à bouillir de l'eau à 18 degrés. On a l'impression que l'eau bout à 100 degrés, tout le monde le sait, mais c'est pas toujours vrai. Quand on est à des pressions très très faibles, les gens qui habitent au Tibet, qui sont sur des montagnes, donc quand ils vont faire des pâtes, l'eau ne bout pas à 100 degrés, mais ça bout à 80 degrés. Là, on a fait bouillir de l'eau à 18 degrés. Il y a aussi, donc on continue avec tous les thèmes des ateliers scientifiques. Là aussi, c'est l'astronomie, donc on essaie de donner un peu une explication au système solaire, et c'est une bande sonore qui explique un peu en arabe dialecte les différentes planètes telluriques qui sont faites de roches et les planètes gazeuses et par rapport au Soleil. Les soirées astronomiques, c'est vraiment sympa les soirées parce que c'est une conférence d'abord grand public, puis c'est des observations avec le télescope, mais aussi on utilise les stellariums qui sont aujourd'hui des logiciels mais avec quelque chose qui raconte, narratif. Donc on choisit la date, on choisit le lieu, la latitude, etc. et on a le ciel du soir. Là c'est les célébrations des journées internationales, donc proclamées par l'UNESCO. Maintenant, il y a des nouveaux formats de médiation. Les gens ne savent pas d'où vient la science, qui fait la science, qui raconte la science, qui a le droit de parler de la science. Nous, on sait, on va à l'école, on va à l'université, mais réellement, le grand public, il voudrait bien comprendre d'où vient cette expérience, qui l'a faite. Il y a une histoire derrière ça. Les gens qui n'avaient pas vraiment beaucoup de moyens ont fait des expériences sur la thermodynamique ou sur les mathématiques, et qui a raconté pi, qu'est-ce que c'est pi, comment est venu les 400 chiffres, ou maintenant c'est des milliards de chiffres, et les gens ont besoin de comprendre cette histoire, l'arrière-plan. Il y a énormément de bandes sonores qui racontent ces histoires, qui disent que la science appartient à tout le monde, à toutes les civilisations, ça appartient aussi à nous tous, donc c'est notre patrimoine, chacun a un petit patrimoine là-dessus, et là c'est un chercheur, on a créé une manip et un chercheur. Ça existe un peu partout dans le monde, un chercheur qui vient raconter un peu aux enfants et dire « Oui, j'étais à l'école comme vous, mais aujourd'hui j'ai la blouse blanche et je suis en train de traiter quelque chose pour finir ma thèse. » Et on voit un cuistot là, mais c'est la cuisine moléculaire en fait, c'est de la physique et de la chimie. Donc on mange bien quand on mange de la cuisine moléculaire, c'est pas mauvais. En Tunisie, à Tunis, à la Soukra, il y a un restaurant qui ouvre une fois par semaine parce qu'il n'y a pas de clientèle, mais c'est magnifique de présenter, parce que c'est magnifique, c'est un bon cuistot qui est très très sympa. Et c'était lors d'une conférence aux juniors. Une conférence aux juniors, en fait, les enfants veulent aussi venir aux conférences comme les adultes. Là, c'est la Cité le soir, parce que je vais parler un peu de la Nuit des Étoiles. C'est vraiment un festival, la Nuit des Étoiles, c'est beaucoup de musique. Maintenant, on ne peut plus produire la science rien que pour la science, mais là, on est obligé de faire de la science avec de l'art. Ça ne passe plus maintenant, écrire une formule, expliquer, point la ligne, non. Il faut de l'art, il faut du théâtre. Quand l'art se mêle à la science, ça devient plus sympa. La science, elle devient moins hostile. Voilà, là, c'est les constellations, donc c'est la Vierge, on parle un peu. C'est les expos temporaires, donc il y a toujours aussi là, c'est des enfants qui découvrent un peu l'écolocation, c'est les faits sonores, comment les baleines et les cétacés, qui sont nos cousins, comment elles communiquent entre elles. Elles communiquent parce qu'elles sont très contentes parce qu'elles sont en train d'entendre le chant des baleines. On entend souvent les chants de baleines qui ne sont pas audibles par l'oreille humaine, mais il y a trop de choses à dire là-dessus. Là, c'est la foire du livre en partenariat avec Sarah, que je remercie énormément. L'IFT a participé avec nous pour faire la foire du livre scientifique et technique. Et on avait fait programmé des séances avec des casques VR. Aujourd'hui, merci Sarah, aujourd'hui la Cité s'est procuré 10 casques VR et elle va faire courir la même expérience que vous faites à l'IFT, à la médiathèque en fait. Les rendez-vous en ligne, j'en passe, donc c'est
Maintenant, il y a les geek day, les doc santé, les punchlines, tout ça, c'est devenu très à la mode. C'est surtout au temps des Covid, on en a beaucoup parlé de ces choses-là. Les écoles saisonnières, en fait, il y a énormément de créations sonores parce que les enfants arrivent pour ces créations sonores qui leur facilitent un peu la compréhension de la science. Et à l'international, la nuit des chercheurs, les e-meetings, le e-training, etc. Ce sont des formats de médiation qui envahissent maintenant les centres de sciences. Une dernière, pratiquement j'ai fini. Là, c'est un projet avec les Espagnols. On avait parlé de l'architecture andalouse. On a essayé de faire un peu les points les points d'ancrage de l'Andalousie en Tunisie, comme c'est le cas à Grenade et en Espagne. Voilà, la fête de la science. Donc la culture du show, c'est quand la science met en scène. Tout à l'heure, on avait parlé des conteurs. En fait, des conteurs. C'est un conteur. Il est là, il fait du théâtre. Il fait comme si c'était un conteur d'autrefois, mais il parle un peu des constellations. Donc, bien sûr, la documentation scientifique a été fournie par la Cité. Et lui, il a commencé à parler comme un conteur, mais un conteur d'astronomie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mille merci, Najwa, merci et bravo pour tout ce que vous faites. Alors, quand vous faites dérouler tous vos diaporamas comme ça, vraiment, je vous le disais, c'est assez bluffant la charge de travail. Si la salle a des questions, préparez-vous. Moi, j'en ai deux. Pour vous, Anne-Marie, la première, est-ce que vous avez déposé l'idée du casque coiffure audio? Parce que je pense que c'est un billet de loterie. C'est l'idée du siècle. Et la deuxième chose, pour que je me rende compte, vos équipes, les gens qui ont fait cette programmation, les 200 activités, c'est titanesque. C'est combien de personnes et combien d'années ou de mois Alors, moi je pense que ce projet de candidature vient dans un territoire qui a quand même une base, j'ai envie de dire, d'infrastructures culturelles, de pratiques culturelles. Il y a Strasbourg est la ville en France où le taux de librairie est le plus élevé. On est la deuxième plus grande bibliothèque de France avec la Bibliothèque nationale universitaire. Donc c'est un projet certes qui paraît conçu dans un temps extrêmement court, c'est vrai, mais j'ai trouvé ça très très bien parce que on s'est mis en mode commando et puis voilà, ça évite aussi de se poser trop de questions et qu'on ait un peu les fils qui se touchent à force de se poser trop de questions. Donc quand il faut avancer, c'était assez parfait. Donc je pense qu'il y avait vraiment, au final, le fruit était mûr en fait, je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, on sent énormément de motivation, que ce soit les structures du champ culturel, les collègues aussi sur le champ du social m'épatent chaque jour, parce que jusqu'à il y a 2-3 ans, quand on parlait de développement de la lecture ou de dispositifs de médiation, comme on vient d'évoquer avec nos collègues assistantes sociales, accompagnateurs sociaux, il y avait quand même une certaine méfiance, une forme de... Voilà, c'était pas très... comment dire, forcément réceptif. Et là, vraiment, je sens que les choses ont vraiment changé et qu'il y a une prise de conscience aussi de ce que la culture, et en ce qu'elle véhicule des émotions, fait avancer chacun. Et je crois qu'à Strasbourg, il y avait un peu toutes les planètes, pour reprendre la métaphore du planétarium, étaient alignées. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, c'est plus de 120 structures, plus de 400 personnes, en fait, qui contribuent et qui vont contribuer. Parce qu'on est en train de passer de l'idée à la mise en œuvre, puisque on sera capitale mondiale du livre à partir du 23 avril au 24, on lui plaise au monsieur qui n'est plus dans la salle, qui est né le 24. Et c'est quand même aussi un programme qui se déploie progressivement pendant 2 ans. Donc il y a aussi l'atout d'avoir une temporalité qui permette d'expérimenter des choses. Voilà. Moi aujourd'hui, je suis chef de projet. On est 2 chargés de mission à mes côtés, une particulièrement sur le social, l'autre sur tout ce qui est mobilisation citoyenne. L'idée, c'est vraiment de créer un réseau des ambassadeurs de la lecture dans tout Strasbourg. Et puis la partie événementielle, voilà, mais avec toute la direction de la culture, c'est une mobilisation complète, avec un portage politique extrêmement fort, il faut aussi le dire, parce que ça, on ne le fait pas par hasard.
Il faut qu'il y ait dès le départ, et les 5 cartes, les 5 images, ce sont les axes de politique publique qui m'ont été fixés à mon arrivée sur ce poste et sur lequel on a construit en fait les programmes. Merci beaucoup, c'est très clair. Y a-t-il une question dans la salle? Moi j'ai une question pour Emmanuel Aziza. Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, je voulais parler un peu d'enjeux économiques. Effectivement, vous, la Bibliothèque nationale, on est dans une politique culturelle étatique. Vous n'avez pas de pression financière, ou si il faut rester compétitif et remplir et être interactif et ramener les foules? Alors, la Bibliothèque nationale de France, c'est un établissement public administratif, alors qui n'est pas censé créer des ressources propres importantes, mais néanmoins, elle a besoin aussi de ressources propres comme tous les établissements. Donc le musée, par exemple, il y a une billetterie, les expositions, il y a une billetterie, donc ces ressources, elles sont nécessaires. Et puis, je dirais qu'après, comme pour tous les établissements culturels, c'est le plus important aussi, pour démontrer sa légitimité, c'est de faire venir du monde, c'est d'avoir une fréquentation importante. Et c'est ça surtout l'enjeu, parce que bien sûr, une institution comme la BNF, elle est subventionnée en majeure partie par des fonds publics, mais si elle n'est plus utilisée, eh bien, elle devient fragile, elle devient remise en question, notamment elle peut être remise en question par l'opinion publique, par les politiques. Et donc c'est important qu'elle soit visible. Et là, la réouverture de ce nouveau site a permis d'avoir un coup de projecteur sur la BNF, et ça c'est intéressant. Voilà, mais on sort peut-être un peu du sujet des questions sonores, mais avec votre question. Non, parce que les efforts qu'on a vus déployés par vos installations aussi, je trouve qu'on est vraiment au cœur du sujet. Il faut rester à la page, il faut innover, il faut attirer les jeunes. Donc ma question était purement, je voulais confirmer cette idée que vous avez des financements publics, mais que malgré ça, vous essayez d'être compétitif, dans le sens où moi personnellement, de ce que j'ai vu, je n'ai qu'une envie, c'est de venir faire un tour chez vous. En tout cas, j'ai travaillé avec le précédent directeur de la Bibliothèque publique d'information, qui s'appelle Patrick Bazin. Il avait beaucoup développé l'idée de compétition, de concurrence culturelle. En plus, on travaillait au sein du Centre Pompidou. Et donc, c'est vrai que le Centre Pompidou illustre un peu ça d'une certaine manière, parce que c'est un peu un concentré de culture où il y a des choses. Alors, moi, j'aime pas trop l'idée forcément de concurrence, mais en tout cas, il y a quand même une émulation, disons, entre toutes les institutions culturelles, et elles sont particulièrement riches dans une ville comme Paris, mais c'est vrai qu'à Strasbourg, il y en a aussi beaucoup, par exemple. Une concurrence amicale, on va dire. Pardon, excusez-moi. Une concurrence amicale. Oui, voilà. C'est un peu, en tout cas, et on se renvoie aussi à des publics. Hein. J'ai parlé des expositions qui ont eu lieu sur Proust dans Paris. En fait, les différents lieux qui ont accueilli ces expositions se sont renvoyés un public de l'une à l'autre d'une certaine manière. Et donc, il faut de toute façon effectivement rester dans une relation, comme vous le dites, il faut garder le lien avec les publics jeunes, avec le grand public. Et donc, le fait d'avoir aussi de nouveaux dispositifs, ça permet de garder ce lien très fort, je dirais. Merci beaucoup Emmanuel Aziza. Emmanuel Zoll, Paris, Tunis, Strasbourg. Pour conclure, est-ce que tout cela vous inspire, vous qui êtes vraiment également à l'IRCAM en perpétuelle recherche de nouvelles expériences finalement? Ce que je voulais dire, oui, tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissaient pas l'IRCAM, c'est avant tout un institut de recherche. On rejoint madame qui représentait le volet scientifique, mais c'est un institut de recherche qui loge une unité mixte de recherche qui à la fois qui mélange des chercheurs qui appartiennent à Sorbonne Université, au CNRS et à l'IRCAM. Et donc il y a 7 équipes de recherche qui travaillent dans le domaine du son, sur la synthèse vocale, sur les interactions son-mouvement, sur
l'acoustique musicale, sur la spatialisation, sur la perception du son, sur le design sonore, voilà, à titre d'exemple. Et donc, ces chercheurs sont français, mais aussi internationaux. Donc il y a beaucoup d'échanges internationaux au niveau de l'IRCAM. Et les meilleurs médiateurs, finalement, puisque cet institut de recherche, en fait, a 3 objectifs, donc, qui est évidemment la recherche, l'enseignement, mais aussi la création artistique. Et les meilleurs médiateurs sont les artistes qui viennent en résidence à l'IRCAM pour utiliser les outils créés et les utiliser dans leurs œuvres, qui sont ensuite projetées à l'international ou dans toute la France, mais dans d'autres lieux. Donc on a l'habitude de travailler en partenariat avec de nombreux lieux artistiques au niveau du territoire français, mais aussi en Europe et aussi sur d'autres continents. Donc c'est un volet qui fait le cœur même. C'est pas un volet, en fait, c'est le cœur même. La raison d'être, oui, de l'IRCAM. Alors, des collaborations avec la Tunisie, je ne sais pas, on m'a dit tout à l'heure que quelqu'un veut participer à un projet avec l'IRCAM, voilà, il y a quelques années, mais je ne le connais pas. Mais en tout cas, on accueille des étudiants ou des artistes. S'ils ont un projet, il y a des appels à projets pour des résidences régulièrement. Voilà. Nous devons conclure. Mesdames, je vais vous laisser donner également un petit mot de la fin, chacune. Le deuxième micro. Mot de la fin, pour un projet qui démarre. En fait, si je veux faire une correspondance entre les journées et puis en fait, au final, le parcours que nous menons, c'est en fait que tout le monde ouvre un nouveau cycle, en fait, quel que soit le moyen, quelle que soit l'échelle, que ce soit l'échelle d'une ville ou dans une échelle un peu plus transversale comme ici. Donc en fait, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre sur des pratiques culturelles, des contenus culturels basés sur l'itinérance, basés aussi sur le fait, de mon point de vue, que les habitants, les usagers, les pratiquants, quel que soit le terme qu'on emploie, eh bien, veulent prendre leur part, en fait, dans cette aventure, soit en étant créateur de contenu, soit on parlait aussi beaucoup du matériel, de l'équipement. Donc, c'est des choses aussi, en fait, qui induisent, et je crois que c'est la grande aventure qui nous attend, c'est en fait d'ouvrir vraiment, de construire en fait des contenus et des médiations avec les populations, les publics eux-mêmes, parce qu'ils ont des compétences aussi. Et c'est de savoir en fait capitaliser ça pour apprendre ensemble. Et voilà, ce serait un petit peu ça, le mot-clé un peu d'itinérance et un nouveau cycle. Moi, c'est un peu... C'est parfait, comme mot de la fin, un nouveau cycle. Ça ouvre des horizons, c'est parfait. Madame Bay. Merci. Moi, tout à l'heure, en vous entendant tous, donc je pensais à ce qu'on avait programmé pour 2022, d'avoir une exposition sur la musique et la science. Et quand on parle de musique, on parle aussi de son et de vibratoire. Et on parle aussi de créativité, on parle aussi d'art. Et en fin de compte, je me rends compte qu'il y a énormément de métiers qui sont autour de ce thème-là, qui est la musique et le son. Et combien on peut faire de partenariats, donc qui peuvent aboutir à une exposition autour du son. Je crois que le domaine du son est un domaine qui rassemble non seulement beaucoup de métiers, mais aussi beaucoup de cultures, et ça c'est très important. Voilà. Et puis, oui, c'est vrai qu'on se soucie du public, du grand public, il faut toujours drainer du monde. On communique et c'est peu, on produit et c'est toujours peu, parce que la technologie a une cinétique et une telle vitesse qui est beaucoup plus importante. C'est une création de l'homme, mais beaucoup plus importante que ces centres de sciences qui diffusent un peu la culture scientifique. Voilà. Merci 1000 fois à Najwa Bey, Anne-Marie Bock, Emmanuel Aziza et Emmanuel Zoll, que je retrouverai pour ma dernière table ronde. Je vous propose une petite pause déjeuner et on se retrouve pour la clôture donc, de ces tables rondes. Merci encore pour votre générosité. Merci beaucoup. Au revoir Emmanuel Aziza, merci. Au revoir, merci beaucoup. C'est nous, merci 1000 fois.